Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Même pas peur, Emmanuel Macron a remis les pendules à l'heure en marge du sommet européen de Tirana. Les coupures d'électricité ne sont pas à l'ordre du jour. Dans le viseur du chef de l'État, les propos du porte-parole d'Enedis lundi soir. Les dépistages s'appliqueront à tout le monde, y compris aux 4000 malades placés sous assistance respiratoire à domicile. Les délestages, pardon. Vous avez dit dépistage. Les délestages, bien sûr. Scandale et rétropédalage quelques heures plus tard, d'autant que des règles existent. Les explications de Jesús González, président de la Société de pneumologie. Évidemment, on n'a pas attendu qu'il y ait un risque de coupure nationale pour prévenir ces malades. Il y a une réglementation très stricte qui a été imposée pour protéger ces malades depuis des années. Tout malade qui utilise un appareillage respiratoire plus de 16 heures par jour doit avoir 2 machines classées support de vie. Et ils ont des batteries internes, chacune de ces machines qui durent environ 4 heures. La réglementation après impose de mettre une batterie externe en plus et de mettre en plus ce qu'on appelle un ballon remplisseur, c'est-à-dire une machine mais manuelle qu'on gonfle à la main si jamais vraiment on arrive au bout de la batterie. Donc vous voyez, si on calcule, on a quasiment 12 heures de batterie de sécurité. Et en plus, la société qui fournit ce matériel, réglementairement, se doit de passer en urgence chez le patient pour le secourir. Jesús González, président de la Société de pneumologie avec Yasmina Katou. Délestage ou pas cet hiver, toujours est-il que la consommation d'électricité continue sa baisse. Moins 8% la semaine dernière selon RTE. Et si l'on regarde sur un mois, la baisse dépasse les 6%. Alors il y a les comportements individuels, mais les petits gestes d'économie n'expliquent pas tout. Dans les entreprises, on passe à la vitesse supérieure. Face à l'explosion des coûts, on arrête tout presque. Elles sont confrontées à 2 hausses conjuguées, celle des prix de l'électricité et du gaz. Produire des ramettes de papier, des verres ou encore des boîtes de conserve, tout ça finit par coûter très cher. Certaines entreprises n'ont plus le choix, Margot Faudéré, elles stoppent leur production. Oui, dans certains secteurs très dépendants de l'énergie, comme l'aluminium ou encore l'acier, les coûts ont tellement augmenté ces derniers mois que certaines entreprises sont obligées d'arrêter une partie de leur production car produire coûte trop cher, confie l'Union des industries utilisatrices d'énergie à Europe 1. Conséquence, le géant mondial des engrais azotés Yara a dû réduire son activité, explique Nicolas Broutin, président de Yara France. Le gaz naturel représente jusqu'à 90% de nos coûts de production et la variation très forte du prix du gaz nous a amené à la fin du mois d'août, à réduire de 65% notre capacité de production européenne. Et aujourd'hui, nous adaptons la capacité de production de façon continue. Et tout le secteur des engrais connaît le même sort, constate Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie. On parle de 60 à 70% de la réduction de la production d'engrais en Europe, parce que l'engrais, c'est du gaz légèrement transformé. Ce ralentissement de la production explique d'ailleurs en grande partie la baisse de la consommation d'électricité qui a été constatée dans l'Hexagone au mois de novembre, plus que les efforts de sobriété des Français. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Prendre le train ou le métro coûtera plus cher aux Franciliens l'année prochaine, mais pas dans les proportions redoutées. 84,10 €, ce sera le tarif pour un pass Navigo mensuel, 2,10 € pour un ticket de métro à l'unité. Hausse limitée après intervention de l'exécutif, le gouvernement accorde une subvention exceptionnelle de 200 millions d'euros à la région. 7h04, c'est l'un des grands dossiers du second mandat d'Emmanuel Macron, le projet de loi immigration. Sa première ministre est venue en présenter les grandes lignes hier à l'Assemblée nationale. Un discours suivi d'un débat sans vote. On connaît sa philosophie: accélération et durcissement des procédures d'expulsion, création d'un titre de séjour pour les sans-papiers employés dans des métiers en tension. Arthur Delaborde, cette présentation était aussi l'occasion pour Elisabeth Borne de prendre la température de l'hémicycle avant le vote prévu au printemps prochain. Oui, dès les premières secondes de son intervention, Elisabeth Borne défend l'équilibre et la philosophie de ce nouveau texte. Dire qui on veut, qui on peut accueillir, je le dis d'emblée, l'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible. Dans la foulée, sans surprise, Marine Le Pen explique au gouvernement qu'il ne pourra pas compter sur les voix du RN. C'est un énième texte placebo qui n'a pour objet que de tenter de faire croire aux citoyens distraits que vous agissez alors que la situation migratoire est plus que jamais hors de contrôle. Chez les Insoumis, même positionnement pour la présidente du groupe Mathilde Panot. Les macronistes ne font qu'agiter la peur. Sur ce sujet en particulier sont entretenues sciemment les angoisses qui tétanisent la réflexion. Et pour tenter d'obtenir une majorité, le gouvernement lorgne donc à droite, mais les députés LR comme Pierre-Henri Dumont s'opposent à la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Si vous maintenez votre volonté de régulariser massivement les clandestins, nous voterons contre l'ensemble de votre futur projet de loi. L'exécutif va maintenant tenter de convaincre les sénateurs avec la même formule, un débat sans vote qui se tiendra mardi prochain. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le Rassemblement national dans les pas de LFI sur la question de la réintégration des soignants non vaccinés
vaccinés contre le Covid. Les députés RN vont profiter d'une niche parlementaire pour remettre la proposition de loi à l'ordre du jour. Le texte sera présenté le 12 janvier. La suite du procès en appel de l'affaire dite des écoutes. On a enfin entendu la voix de Paul Bismuth, alias Nicolas Sarkozy. C'est le nom de cette ligne téléphonique utilisée par l'ancien président pour s'entretenir avec son avocat maître Thierry Herzog, lui aussi prévenu dans cette affaire. Conversation secrète diffusée pour la première fois à l'audience. David Montagnier. C'est un Nicolas Sarkozy inquiet que l'on entend. L'ancien chef de l'État cherche à obtenir des informations sur l'avancement du dossier Bettencourt devant la Cour de cassation. Ça veut dire quoi sur la décision? D'après toi, c'est bon signe ou pas? L'ancien chef de l'État presse son avocat de questions pour être rassuré. C'est un magistrat, Gilbert Azibert, un vieil ami de Thierry Herzog, qui est chargé de cette mission. Seulement voilà, le haut fonctionnaire vise un poste honorifique à Monaco. Dès le 5 février 2014, l'avocat fait part à Nicolas Sarkozy du vœu de Gilbert Azibert. Il revient à la charge le 23 février. Tu as parlé de notre ami pour Monaco. Bien sûr, répète 3 fois Nicolas Sarkozy. Je vais faire la démarche auprès du ministre d'État que je vois demain, ajoute l'ancien président. Finalement, il ne donnera pas de coup de pouce au magistrat. Je ne lui ai pas parlé de Gilbert, ça m'embête un peu, avoue le chef de l'État. Un revirement qui intrigue l'accusation. Les propos ont été captés cette fois-ci sur la ligne officielle de Nicolas Sarkozy, avec un ton théâtral qui fait dire au parquet qu'il savait que la ligne secrète était elle aussi sur écoute. David Montagnier, un mot de l'actualité à l'étranger, peut-être le début d'un revirement dans la stratégie zéro Covid de la Chine. Pékin annonce un allègement général des règles sanitaires avec la fin notamment des tests PCR à grande échelle. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et nous partons donc à Doha avec cette énorme surprise hier soir, la qualification du Maroc pour les quarts de finale. Un ticket arraché à l'issue de la séance des tirs au but. Mention particulière au gardien marocain, auteur de 2 arrêts. Le Maroc va disputer le premier quart de finale de son histoire dans une Coupe du Monde. Et à Paris, les supporters ont laissé éclater leur joie. Alexandre Agégi en a rencontré quelques-uns. Là, on entend les feux d'artifice et tout. Vous pouvez me décrire l'ambiance un peu? Elle est incroyable, l'ambiance. C'est rempli. Il y a des fumigènes partout. Et franchement, c'est que du plaisir. Ça fait du bien. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit? La tension était énorme pendant tout le match. Sur le dernier penalty, j'ai exulté comme rarement dans ma vie, je pense. C'est incroyable. Quand on a gagné, on a vraiment pleuré. On est vraiment contents. Et toujours Maroc. Bonsoir monsieur, je vois que vous avez laissé carrément votre scooter sur la route pour aller faire la fête avec les supporters sur le trottoir. Ouais, de fêter ça en fait, avec tous les Marocains. Et par là on profite un max de célébrer cette joie. On est hyper content, on est hyper chaud et on veut le mieux pour ce qui est à venir. Et vous êtes confiant pour la suite alors? Toujours confiant. Oui. Mais ils ont déjà été hyper loin, donc même s'il y a une défaite, on sera content quand même. Demi-finale France-Maroc, on aura le cul entre 2 chaises. Vive le Maroc! Voilà, des supporters marocains hier soir à Paris après la qualification de leur équipe face à l'Espagne au tir au but. Fête qui a quand même donné lieu à des incidents à Nice. Une rame de tramway caillassée, des voitures brûlées et des policiers pris à partie. Et en quart de finale, le Maroc affrontera le Portugal qui a battu la Suisse 6-1. Voilà, drôle de manière quand même de célébrer une victoire, je trouve, ce qui s'est passé à Nice. On aura l'occasion d'en reparler. Et évidemment, le journal de la Coupe du Monde avec Jean-François Pérez pour l'aspect strictement sportif. Ce sera tout à l'heure à 8h30. Merci beaucoup Christophe.